Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. Comment voyez-vous votre œuvre aujourd'hui? Je pense que j'ai réussi à peu près ce que je voulais. En réalité, nous sommes des fantômes, mais... Vos histoires ne m'intéressent pas. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Fleur de Cactus est un podcast qui explore l'impermanence avec audace. Tout change, rien ne dure, tout a une fin, tout est recommencement. Je vous présente la saison 3 de Fleur de Cactus. Je suis Susanna Darcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue sur la saison 3 de Fleur de Cactus. J'ai ici avec moi Marie Delattre, qui est ancienne responsable RH, mais qui a, après plusieurs péripéties, dont un burn-out, elle a fondé sa propre communauté de sororité RH. Elle a fondé son propre podcast Les RH de la vraie vie. Et donc Marie va nous éclairer sur pas mal de points, je pense, concernant le rapport que l'on a au travail et puis aussi connaître un peu plus les coulisses du monde de l'entreprise. Bienvenue Marie. Merci Susanna pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc avant de commencer cet entretien, comme je te l'ai dit par message hier, j'avoue que j'ai fait ça un peu au dernier moment, j'aimerais te poser une question qui va devenir la question rituelle de cette saison 3. Quelle est la chose qui te représente le plus à l'heure actuelle et pourquoi ? Ça va faire un peu cliché, mais je pense beaucoup aux papillons en ce moment parce que je suis dans une période un peu de sortie de chrysalide. Et quand tu m'as posé la question, j'ai pensé d'abord à ma plante préférée qui est le buddleia et qui signifie l'arbre aux papillons. Mm. C'est une plante que j'aime beaucoup et qui est vraiment ma plante préférée depuis très longtemps, alors que c'est une mauvaise herbe. Et mais j'ai pensé particulièrement aux papillons parce que buddleia, l'arbre aux papillons, le papillon, ça fait sens. Heu, mais je suis un papillon qui a encore tout collé. Tu sais, quand ils sortent, de la chrysalide et qu'ils sont encore tout englués là. Je suis pas encore le Les ailes un peu papillon fripées. qui est en train de voler, voilà. Je suis papillon avec les ailes fripées. Mais c'est ça l'image que j'ai eue, quand j'ai réfléchi à cette question. Hmm. Et pourquoi d'ailleurs tu as pensé à cette image-là d'abord du papillon qui Dans sort à peine de sa chrysalide? Est-ce que ça correspond aux événements de ta vie récemment? Oui, récemment là, ça fait quelques années que je suis entrepreneur maintenant, je suis plus RH depuis quelques années, maintenant je suis entrepreneur dans les RH et je suis en train de passer comme un niveau un petit peu, dans j'ai l'impression là vraiment d'être le moment quand il y a une nouvelle saison. Là, je suis dans une nouvelle saison de ma série personnelle et j'ai passé le niveau 1 et je suis en train de passer au niveau 2, le niveau où il faut vraiment construire, des choses de manière plus organisée, commencer à réfléchir à très long terme sur les projets, avoir des choses qui vont être plus construites, qui vont être plus long terme et du coup, c'est pour ça cette image du papillon qui se décolle un peu, de la chrysalide. Il est sorti de la chrysalide, il commence à avoir un petit peu long terme, mais c'est pas non plus encore, il y a encore du chemin à faire, j'ai pas encore totalement pris mon envol. J'ai quand même cette sensation qu'il y a encore des choses qui peuvent se décoller, une puissance supplémentaire qui peut arriver, un éveil un peu qui est en train de se faire. Et je trouve que le papillon, il symbolise vraiment bien cette notion d'impermanence, qui est le sujet de Fleur de Cactus, avec toutes ces étapes-là de naissance, de croissance. Le papillon, on sait que c'est très éphémère aussi, comme insecte, et qui est magnifique en même temps. Donc c'est très beau. Et je me demande pourquoi la fonction RH t'a fait tellement écho en toi, parce que tu as été donc responsable RH, mais finalement, tu as fondé ton entreprise autour de cette fonction-là, parce que tu accompagnes les RH, comme on va le voir tout à l'heure. Donc ça reste quand même un corps de métier qui t'accapare beaucoup professionnellement. Oui, oui, malgré tout, j'ai pas pu me dire après mon burn-out que je ne serais plus RH. Il a fallu quand même que je reste, j'ai voulu rester dans cette fonction malgré tout. C'était, pourtant une fonction qu'avec les années, je me suis rendu compte que je l'avais pas forcément complètement choisie, que c'est plutôt un compromis plus qu'un choix réel et peut-être que j'aurais pas fait ces études-là si j'avais eu un réel choix ou non pas que j'ai pas eu l'impression de pas avoir le choix, mais c'était un compromis à l'époque entre ce qu'on attendait de moi, la société, ma famille, les gens autour de moi. Il fallait faire quelque chose de sérieux.
Il fallait pas, aller en école d'art ou je ne sais où, dans un métier qui ne donnerait pas de travail et quoi de mieux pour avoir du travail que de gérer le travail des autres? Donc RH, il y avait un peu cet aspect-là, de base, je voulais travailler plutôt dans le social. Il y avait ce côté, être utile à l'autre, être au service de l'autre, ce côté un petit peu, relationnel et cetera et hem et puis finalement, c'était quand même difficile d'envisager de travailler dans le social, surtout à 20 ans, 22 ans, je me sentais pas les épaules, en fait, d'être assistante sociale et du coup, les RH, j'étais dans une licence, à la fac, qui était très généraliste avec de l'éco, du droit, de la gestion, plein de choses et notamment un cours, de ressources humaines et je me suis dit: «Ah mais c'est un bon compromis les ressources humaines, ça me permet d'être vraiment avec ce contact relationnel, mais en même temps de gérer la carrière des gens, de les accompagner au quotidien dans leur travail eux, ils se concentrent sur leur boulot, sur le côté technique et moi, je suis celle qui gère leur carrière, qui gère, depuis leur recrutement jusqu'à éventuellement leur départ de l'entreprise. Je trouvais que cette position, elle était j'avais déjà un peu une fascination pour la posture aussi de la RH en entreprise, qui est une position un petit peu centrale, qui est ni de la direction, ni des collaborateurs, qui est finalement un peu partout et nulle part à la fois et je trouvais ça assez fascinant et cette question de la place et de la posture professionnelle, c'est resté des questions qui sont très, centrales un petit peu dans mes travaux, et dans mes recherches, pour mes différents contenus aujourd'hui. Je travaille beaucoup sur cette notion de c'est quoi notre place, dans le travail, mais c'est quoi aussi la place de notre travail dans notre vie? C'est quoi et pour le coup, moi, la valeur travail, elle a toujours été très, 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 très importante pour moi et hem et c'est pour ça aussi que j'ai créé mon entreprise parce que c'était un rêve que j'avais depuis très longtemps. Je sais pas exactement d'où ça m'est venu ces rêves, mais je crois qu'il y a ce côté un petit peu l'indépendance, le fait de créer quelque chose. J'ai toujours été fascinée par le fait de créer, et c'est vraiment les moments que je préfère dans la vie entrepreneuriale, c'est les moments de création quand on part de zéro et qu'il faut rassembler un petit peu toutes les bribes d'informations qu'on a de tous les côtés et qu'il faut créer quelque chose de nouveau à partir de rien ou à partir de quelques idées. C'est ces moments-là qui me plaisent beaucoup et dans l'entrepreneuriat, on en a plein, hein. C'est de la création perpétuelle, donc pour les gens qui aiment créer, l'entrepreneuriat, c'est évident et que quand j'ai pu, les métiers RH permettent d'avoir cette notion de création, surtout qu'il y a beaucoup de création de process, de choses, quand même qui sont assez créatives malgré tout, malgré que ça puisse paraître être un métier assez austère, un métier de gestion. Il Ouais, y a quand c'est même une c'est notion vrai de créativité. qu'avant que je te co enfin, que je qu'on prenne contact et que je découvre un petit peu ton univers, je ne connaissais absolument pas ce métier. Pour moi, c'était, très, salarié, entreprise et puis, ultra, conformiste quelque part et en fait, eh bien, on se rend compte que c'est un métier, qui va chercher les tripes quand même de la personne parce qu'il faut prendre soin, de l'équipe avec qui on travaille. Il faut écouter les problèmes des autres. C'est la personne qui en prend, plein la figure, que ça soit du côté de la direction que du côté des employés. Donc c'est vraiment, un métier, je pense, à la fois, ingrat et en même temps un métier qui est, extrêmement, je dirais, qui va essayer d'écouter l'autre. Donc on est dans l'écoute, on est dans l'empathie. En tout cas, j'imagine qu'il faut avoir un minimum d'empathie pour faire ce métier-là. Est-ce que tu pourrais, nous expliquer le rôle de cette fonction dans une entreprise? Bah, en fait, ce qui est un peu fascinant avec la fonction RH, c'est que chaque professionnel a une définition différente de ce que c'est la fonction RH et ce que ça représente pour elle. Ma définition, si ça se trouve, ne sera pas du Ouais, tout celle, de la RH d'à côté. et autant il y en a qui ont peut-être rien à faire des intérêts des employés, en fait. Enfin, je sais pas. Oui, bien sûr. On va peut-être pas le dire comme ça, mais il y a des RH qui vont, pas être, très proches des collaborateurs et qui ont pas cet intérêt-là, que moi, il y avait un aspect très social dans ce que je faisais, mais, il y a plusieurs formes de carrière RH et puis il y a tellement de spécialités différentes que c'est difficile de réduire à quelque chose de global la fonction RH. Mais l'idée, c'est vraiment l'accompagnement, des collaborateurs en entreprise dans leur travail, justement pour les laisser se concentrer sur, le la leur pour qu'ils c'est gérer la vie professionnelle des collaborateurs en entreprise, mais aussi gérer, toute la partie, le conseil, à la direction, parce que les RH ont aussi un gros volet de conseil RH auprès de la direction, les aiguiller parce que les directions d'entreprise sont pas forcément au fait du droit du travail, de toutes ces choses légales qui sont quand même, très importantes. Il y a d'autres notions qui sont très importantes, par exemple les relations avec, les syndicats.
C'est un peu la personne qui fait le lien. Moi, j'aime bien cette notion de lien dans les RH. C'est une personne qui fait le lien entre la direction, les collaborateurs, les syndicats et même aussi les personnes extérieures à l'entreprise, que ce soit une agence d'intérim pour trouver des intérimaires ponctuellement, que ce soit des organismes de formation pour former les salariés à telle ou telle chose. C'est une personne ressource et c'est ça qui est intéressant aussi dans le métier, c'est que c'est très très vaste et, c'est multiple en fait. C'est un métier qui est multiple et chaque personne a sa spécialité parce qu'on regarde par exemple une personne qui va s'occuper intégralement du recrutement et une personne qui va s'occuper de la paye. C'est deux personnes qui se définissent comme RH, mais leur quotidien n'ont rien à voir l'un avec l'autre. La partie recrutement va être beaucoup plus centrée justement sur de l'écoute et de la rencontre et un côté un petit peu commercial aussi, puisqu'il faut vendre l'entreprise, il faut trouver la bonne personne pour la bonne place, que la RH qui va être centrée sur la paye, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus chiffré, qui va être beaucoup plus, qui va peut-être y avoir moins cet aspect relationnel, moins cet aspect écoute ou empathie, etc., même s'il y en a aussi hein, dans ces métiers-là. Mais parce qu'en fait, c'est multiple, finalement, c'est assez bien contenu dans le titre, quoi. Ressources humaines, c'est gérer les ressources humaines d'une entreprise, quoi, Et je d'une suis tombée organisation. sur un chiffre qui a été publié par les éditions Tissot en 2022. Je sais pas si tu connais. Oui. Donc c'est une enquête qui a été menée auprès de 700 personnes à peu près et 82% des RH seraient en état d'épuisement d'après cette enquête. Donc il faut faire gaffe, c'est toujours des sondages, là on voit bien que c'est quand même un petit échantillon. Mais quand on compare ces chiffres avec des enquêtes qui ont été, je sais plus quel est l'organisme qui fait ça, mais ils sont empreintes digitales, empreintes humaines, je crois que ça s'appelle. Ils ont fait pareil auprès de 2000 salariés. 45% des managers étaient en état d'épuisement professionnel, très sévère. Et donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les dysfonctionnements propres à ce métier et comment la crise Covid a accentué ces dysfonctionnements? Il y a beaucoup il y a beaucoup d'épuisement professionnel dans les métiers RH aujourd'hui parce que c'est des métiers qui sont extrêmement exigeants, justement parce que il faut être au service de tout le monde, il faut savoir tout faire, il faut pouvoir répondre à toutes les questions, il faut être là à tout moment, il faut être toujours dispo, toujours à l'écoute, toujours opérationnel et pour un humain, ça peut être un petit peu compliqué à gérer. Il y a cette histoire de place qui est un petit peu difficile à trouver des fois dans les entreprises parce que, il faut être au service de tout le monde en même temps, donc ça peut être un peu compliqué pour, le mental, à encaisser et ce chiffre, ouais, qui est au-delà des 80 ce qui est hyper révélateur et encore doit être sous-estimé parce que souvent les RH eux-mêmes, elles-mêmes ont tendance à, relativiser et à se dire: «Non, non, en fait, on va plutôt bien», alors qu'en fait, ils vont pas bien du tout. Mais il y a énormément, oui, de sujets d'épuisement professionnel et de burn-out en RH parce que c'est un métier qui aujourd'hui est très, 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 très compliqué à exercer et même moi avec le recul et les recherches que j'ai pu faire, je me rends compte que de fait, comme il est exercé aujourd'hui, c'est pas un métier qui est tenable en fait. Parce que justement cette notion de pouvoir et de vouloir être au service de tout le monde en même temps sur tous les sujets, à aucun autre professionnel, on demande ça, en fait. On demande pas à un professionnel d'être opérationnel, tous les jours de l'année, sur tous les sujets possibles. Ça peut pas marcher et en fait, ce qui prend à la fin, c'est la personne elle-même qui a son mental, en fait, qui est complètement écartelé entre les choses qu'il faut faire. Il y a énormément de tabous dans la fonction RH et il y a énormément d'injonctions il y a vraiment une injonction, qui que les alors, je vais surtout parler pour les femmes parce que moi, ma communauté, c'est vraiment la communauté des femmes RH, mais certains hommes se reconnaissent aussi là-dedans. Il y a un peu une injonction de «sois parfaite». Il faut que tu sois toujours à fond, toujours opérationnel, toujours au service de l'autre, que tu aies la réponse à toutes les questions, tu es la personne ressource, donc tu es là pour les autres et donc toi, toi, on s'en fiche en fait. Il y a pas de personne ressource pour les RH dans les entreprises. Si une RH, elle va pas bien, elle va voir qui? Il y a personne qui est là pour, lui dire, «Il faut que tu te fasses aider par telle personne, il faut que tu ailles faire ça, il faut que tu ailles faire ça». C'est vraiment les gens qui sont les personnes ressources d'entreprise et pour moi, c'est pour ça qu'il y a autant d'épuisement professionnel et de problèmes, comme ça, de bien-être mental des personnes qui travaillent dans les RH, c'est qu'elles ont pas de ressources pour les aider. C'est elles qui aident les autres et d'ailleurs, c'est quand j'ai commencé à parler de ces sujets-là, du fait qu'il y avait, des problèmes de bien-être mental dans les fonctions RH, on m'a dit: «C'est» au début, on m'a dit: «C'est pas possible».
Parce que c'est les gens qui s'occupent des autres. Pourquoi eux, ils iraient mal? Mais en fait, c'est pas incompatible, hein. C'est pas parce que c'est peut des j'imagine que des assistantes sociales peuvent se sentir Puis on épuisées. C'est retrouve, pas parce que ce genre de données, à l'hôpital tout simplement avec les infirmières, les aides-soignantes, bien sûr, c'est comme si on disait une infirmière, elle peut pas être malade parce que son boulot, c'est d'aider les gens à se guérir. C'est pas pour ça qu'elle est immunisée contre toutes les maladies du monde. Et les RH, c'est ça aussi. Et il y a quelque chose qui est très lié également avec le fait que c'est un métier très féminin, hein. On est sur entre 70 et 80 de femmes dans la fonction RH. C'est qu'il y a que ce côté, moi, les RH, je les appelle un peu les mamans de l'entreprise. C'est une expression qui revient assez régulièrement. C'est que c'est un peu les mamans parfaites qui vont s'occuper de tout le monde, qui vont être à la disposition de tout le monde, qui vont résoudre les petits bobos, qui vont écouter, qui vont être empathiques, qui vont être toujours souriantes, qui vont être disponibles, jamais fatiguées. Et en fait, justement, à force de se mettre la pression comme ça, il ne faut pas que je sois fatiguée, il faut que je sois toujours opérationnelle, toujours à fond, à fond, à fond, à fond. Bah, elles finissent par s'épuiser et par exploser. Et c'est là qu'on voit les burn-out RH arriver. C'est que souvent, c'est des professionnels qui sont très, très, très impliqués dans leur métier, puisqu'on dit que c'est une vocation, c'est quasiment un sacerdoce, hein, d'être RH aujourd'hui. Et il faut encaisser aussi le fait que c'est un métier qui est souvent choisi par passion, mais qui est très mal vu par le grand public et par les collaborateurs et par les dirigeants aussi, bien souvent. Et du coup, c'est très compliqué pour le mental de se dire, moi, je fais ce métier-là par passion, mais il faut aussi que j'accepte que les gens ne voient pas ça de moi et que les gens pensent que je suis quelqu'un de vicieux qui s'éclate à faire des licenciements toute la journée, alors que justement, j'essaie, moi, de travailler sur le bien-être des collaborateurs, j'essaie de mettre en place des projets sympas et finalement, c'est pas tenable sur le long terme, en fait. Il y a assez peu de gens, je pense, qui peuvent tenir très, très longtemps comme ça, et du coup, qui sont obligés de trouver d'autres solutions et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de reconversions aussi après les RH. et mais d'ailleurs, tu disais voilà, «Je m'éclate pas à faire des licenciements dans la journée», mais concrètement, quand il y a des licenciements, c'est on doit passer dans le bureau de la RH ou c'est une question hyper naïve que je pose, mais est-ce que le directeur va ou le PDG, va venir voir ces personnes ou on va qui est-ce qu'on va voir dans la boîte, en fait? Bah, ça dépend de l'entreprise, la plupart du temps quand même c'est la direction, hein, qui acte un licenciement. Souvent le service RH n'est que la chambre d'enregistrement, du licenciement. Même si on a souvent l'impression que c'est le DRH tout seul qui a décidé de virer des gens, Oui, pas du tout. ouais. En fait, c'est la direction, c'est le comité de direction qui a mis en place un plan de licenciement ou qui a décidé de licencier telle personne et le service RH est là pour, faire les courriers, pour recevoir les personnes, pour les accompagner, Donc il fait le mais tampon, c'est pas quoi. une décision du service RH de licencier les gens, c'est une décision de l'entreprise qui est représentée par la direction de l'entreprise et les RH, faut pas oublier que c'est des salariés, la plupart du temps dans ces entreprises-là, donc c'est pas des gens, qui sont, propriétaires de l'entreprise et qui ont décidé: «Tiens, on va virer des gens, aujourd'hui, qui on va virer?» quoi. C'est un peu la vision, cliché qu'on en a, mais du coup, le rôle du service RH, là, va être d'accompagner la direction dans ce licenciement, mais pas d'en être, le décisionnaire, hein. Ça marche pas comme ça. Est-ce que ces dysfonctionnements-là dont tu parles ont mené à ton propre burn-out? Oui, bah, moi, c'est ce qui m'a fait un petit peu, faire ce que j'ai appelé pendant longtemps juste un petit craquage, après que je me rende compte, finalement que c'était quand même un gros craquage. C'était le fait que, mes valeurs n'étaient pas respectées dans l'entreprise où je travaillais et du coup, j'étais en conflit perpétuel avec, ce que je voulais faire et ce que je pouvais faire. J'étais dans une entreprise où il y avait un climat social qui était très, très difficile. Ça s'est ajouté à des moments qui étaient déjà difficiles dans les entreprises précédentes où j'avais été. Ça a fait comme une bulle qui a grossi, 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 puis qui a explosé à la fin de ce contrat-là, en 2018, parce que je voyais trop de souffrance de la part des salariés et j'avais l'impression d'être complètement impuissante. On ajoute à ça une charge de travail qui était énorme, et une entreprise qui était vraiment sur le déclin. C'était trop compliqué en fait et je me suis vraiment dit, je peux qu'est-ce que je peux faire pour, je me sentais submergée en fait par la charge et j'avais l'impression que tout l'avenir de ces gens-là reposait sur moi alors qu'avec le recul, non, non, les gens et puis de toute façon le travail c'est pas tout dans la vie et c'est des gens qui ont rebondi et qui ont trouvé, parce que cette entreprise du coup a fermé. Ces gens qui ont rebondi et qui ont trouvé d'autres contrats ailleurs et voilà, ça arrive et les plans de licenciement, ça arrive, tous les jours malheureusement, mais c'est la vie. Est-ce que tu peux nous parler, de cette période-là, là? Comment tu l'as vécue et comment ça se caractérisait? Parce que tu es quand même la première personne qui va parler de burn-out dans cette saison 3. Il va y en avoir d'autres.
Mais j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur, ce burn-out que tu as vécu. Est-ce que tu l'as vécu comme, une crise existentielle où tu t'es dit: «Non mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» ou plutôt comme, une, perte de sens en fait? Bah, les 2. Les 2 du coup, c'était une perte de sens professionnel, je j'ai quand même fini ce contrat-là. C'est pour ça que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ça a été un petit peu progressif dans mon cas où, au début, je me suis juste dit, «Bon, bah, c'était un contrat très fatigant. J'ai besoin de me reposer quelques mois et puis après ça ira mieux et je pourrai retourner sur le même type de contrat qu'avant». Et en fait, je me suis rendu compte, quand au bout de quelques semaines, on m'a dit: «Bon, bah, ce serait bien», c'était un CDD du coup, j'ai fait que des CDD, dans ma carrière quasiment. On m'a dit au bout de quelques semaines: «Bon, bah, ce serait bien de retrouver un travail, ce serait bien que tu retournes un petit peu en entretien d'embauche, histoire de trouver ton prochain contrat, parce que le chômage, c'est pas éternel». J'avais pris quelques semaines de vacances et puis je retourne en entretien pour le même type de poste et je me suis rendu compte pendant cet entretien que c'était impossible et je suis vraiment partie au milieu de l'entretien en disant: «Je peux plus faire ça, je peux plus du tout» et je me suis mise à pleurer et c'était complètement, cassé dans ma tête où je me disais: «Mais je peux plus faire ça» et d'un autre côté, je me disais: «Eh mais je sais faire que ça». J'ai fait des études en RH, j'ai été RH toute ma vie. Bon, j'étais pas bien âgée, hein, j'avais 25 ans j'avais une crise comme ça existentielle qui me disait: «Mais si je suis pas RH, je vais faire quoi, en fait?» Je me voyais pas du tout me reconvertir alors que j'avais fini mes études je crois que j'avais fini mes études 3 ans auparavant. Pour moi, c'était trop tôt pour reprendre des études, puis j'en avais marre de l'école, j'avais pas envie de reprendre des cours, de retourner sur une chaise alors que je rêvais que d'une chose quand j'étais, en études, c'était de pouvoir vraiment avoir les mains dans le cambouis et pouvoir travailler. Du coup, je me voyais pas me reconvertir et je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais faire du coup? Je qu'est-ce que je peux plus être RH». Vraiment, il y a au bout d'un moment, ça m'a frappé. Je peux plus faire ça. C'est vraiment ça, c'est pas possible, je peux pas retourner. Mais du coup, je fais quoi à la place? Et s'en est suivi comme ça plusieurs mois où j'étais un peu dans le brouillard, où, je me disais: «Je sais pas du tout quoi faire», je passais mes journées, sur le canapé devant la télé à me dire, à essayer de j'ai vraiment eu une période où j'ai l'impression que j'essayais de noyer, mon cerveau et du coup, j'étais tout le temps, devant la télé ou à écouter de la musique ou toujours la tête remplie de choses pour pas penser justement au vide qu'il y avait, dans ma vie professionnelle et du coup aussi dans ma vie, puisque moi le travail, ça avait toujours été toute ma vie. Et j'ai dû me poser au bout d'un moment et vraiment réfléchir à ce que je voulais faire et où j'ai tenté des choses et il y a eu une période encore un petit peu difficile aussi après, c'est que j'ai commencé à tenter d'être entrepreneur, sauf qu'être entrepreneur, c'est très difficile et du coup, ma première entreprise a été un échec et là où j'ai vraiment du coup, je suis vraiment tombée dans une profonde déprime où je me suis dit: j'étais pas j'avais eu un peu ce côté: «Je suis pas capable d'être salarié». Parce que ce qui est assez intriguant dans le burn-out, c'est qu'on pense qu'on a fait un burn-out parce qu'on n'était pas capable, alors qu'en fait, c'est plutôt le contraire, hein. C'est plutôt qu'on était un peu trop capable et qu'on s'est un peu trop impliqué et qu'on a un peu trop fait et du coup, on a un peu brûlé, du coup. Et sauf que nous, et je me retrouve comme ça dans les RH qui vont m'écrire et qui vont raconter qu'elles ont fait un burn-out. On pense que c'est notre faute et que c'est juste qu'on n'était pas assez bonnes et qu'on n'était pas assez compétentes et que les autres gens, ils y arrivent très bien. Mais en fait, non, c'est plutôt que les autres gens, ils sont beaucoup plus détachés de leur vie professionnelle et de leur travail. Et aujourd'hui, je me dis que potentiellement, les gens qui font pas de burn-out, c'est des gens qui vont être assez détachés de la vie professionnelle et qui vont mettre peut-être l'importance sur d'autres choses, sur leur passion, sur leur famille, sur leur vie personnelle, que les gens qui font des burn-out, souvent, c'est des gens qui sont complètement, centrés, sur leur vie professionnelle et du coup, bah, qui en font trop, qui brûlent et voilà, je me suis retrouvée dans cette période-là vraiment de crise de sens totale de: «J'ai pas réussi à être salariée, je viens aussi de faire un échec en tant qu'entrepreneur, je vais faire quoi de ma vie? Je suis bonne à rien». J'ai vraiment eu un moment comme ça, je me dis: «Mais je suis bonne à rien, qu'est-ce que je vais faire?» Mais là, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête quand je t'entends parler. Déjà, c'est que, tu as eu quand même, le courage, même l'énergie d'aller créer une entreprise. Et tu sais, quand on est en burn-out, quand c'est un burn-out sévère, hein, on ne peut plus rien faire. On est carrément, le cerveau ne fonctionne plus et et je pense que c'est important de le rappeler parce que, le burn-out, quand on est dans un état de détresse tel où, d'un point de vue cognitif, on n'est même pas capable de réfléchir, c'est là qu'il faut se faire accompagner par un psy. Et donc j'en viens à ma deuxième question. Est-ce que toi, tu t'es fait suivre à ce moment-là? Bah, sur le moment, j'ai pas la particularité, c'est que je pense pas avoir c'est comme je n'avais pas conscience
que c'était un burn-out, je me suis pas faite accompagner, parce que j'avais pas l'impression d'être malade. Enfin malade, c'est pas une maladie. Enfin si, c'est une maladie professionnelle. Mais, j'avais pas conscience, de ce qui m'arrivait et du coup, c'était un peu l'énergie du désespoir, quoi. Je faisais des choses, mais des choses qui marchaient pas, mais qui pouvaient pas marcher parce que j'étais pas en état de travailler, en fait. Mais, du coup, j'allais dans les idées qu'on me proposait, quoi, comme j'avais tenté j'avais eu des programmes sur l'entrepreneuriat quand j'étais à la fac. Je dis: «Bon, bah», il y avait ce côté, bon, bah, si ça marche pas, salariat, pour moi, dans ma tête, il y avait 2 choses dans la vie professionnelle, c'est le salariat et l'entrepreneuriat. Ça a pas marché le salariat parce que je m'étais dit, «Je suis pas assez bonne pour être salariée. Peut-être que je suis assez bonne pour être entrepreneur, donc je tente l'entrepreneuriat», mais c'était évident que ça allait pas marcher parce que j'étais pas du tout prête à travailler. J'arrivais pas à travailler et du coup, c'était évident que ça allait pas marcher. Je me suis même auto-sabotée, je pense, hein, pour faire en sorte que ça marche pas, pour bien acter le fait que je pouvais pas travailler ni dans le salariat, ni dans l'entrepreneuriat, ni dans rien. Mais à ce moment-là, non, je me suis fait accompagner plus tard et j'ai pu décrypter plus tard ce qui s'était passé à cette période-là. Mais sur cette période-là, j'ai pas je m'étais fait accompagner avant, après. Pendant, non, j'étais très, très seule pendant cette période-là. Même les gens autour de moi, ma famille, mes amis, ils comprenaient pas trop. Pour eux, c'était: «Bon, bah, tu retournes au boulot quand? Voilà, ça s'est terminé ton expérience pro», et j'arrivais pas à expliquer non plus, plus à ce moment-là vraiment, c'était un sujet, le burn-out, on commençait un petit peu à en parler, mais alors dans la fonction RH, absolument pas. C'était complètement tabou, c'était pas du tout acté que les populations RH pouvaient en faire. En plus, je m'étais dite à l'époque, que ça pouvait pas être ça parce que pour moi, faire un burn-out, c'était forcément, rester cloué au lit, incapable de prendre une douche, incapable de manger, incapable de boire, tu es vraiment allongé, tu vas à l'hôpital, alors que moi, c'était pas à ce point-là, c'était pas à ce point-là, c'était plutôt une incapacité à travailler, mais j'arrivais à quoique à peine, mais bon, j'arrivais à survivre à côté. Du coup, si tu arrives à survivre, bah, tu qu'à retourner bosser puisque, tu arrives bien à prendre ta douche et à manger des cornflakes, donc c'est que tu peux travailler. Mais non, il y a plusieurs degrés quand même et c'est ça, je trouve la complexité justement du diagnostic dans ces métiers-là, c'est qu'il y a un côté en plus où ça fait pas très longtemps que je place ce mot-là pour cette période-là, parce que pour moi, comme j'avais pas été diagnostiquée par un médecin, bah, j'avais pas le droit en fait de parler de ça. Et c'est plusieurs personnes qui m'ont dit, «Bah si, c'est ça que tu avais vécu», c'est et puis pas d'autres personnes depuis qui ont été diagnostiquées burn-out et qui ont vécu la même chose que ce que moi j'avais vécu à l'époque. J'ai l'impression qu'il y a quand même différents degrés, mais en effet, moi, quand on m'avait sensibilisée au burn-out quand j'étais en études, parce qu'on en parlait quand même un petit peu, quand j'étais en études RH, la personne qui était venue témoigner, elle avait dit que pendant, des mois, elle ne pouvait plus se lever, ni manger, ni boire, ni prendre sa douche, ni rien et que c'était ça le burn-out. Du coup, bah, moi, quand j'ai compris que je pouvais plus bosser, je me suis juste dit que, bah, que j'avais la flemme quoi, que j'étais un peu feignante, qu'il fallait retourner au boulot et qu'en plus c'était appuyé par, des gens de mon entourage qui disaient: «Bon, bah, arrête, d'utiliser le chômage, alors que tu es en état physique de travailler, retourne au boulot» et c'était pas possible et je captais pas trop pourquoi c'était pas possible. Mais c'est là qu'on voit, enfin, quand on est RH, donc de toute façon, on a un contrat, donc on a un nombre d'heures déterminé, donc on ne peut pas dépasser le nombre d'heures a priori. Mais c'est la charge mentale, en fait, qui peut être beaucoup plus fatigante que si on était en train de travailler ces fameuses 35 heures. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. C'est en fait ce qui est particulier avec le métier de RH, c'est que ça s'arrête jamais. C'est pas un métier où, à la fin de la journée, on pose le cerveau sur le bureau et on revient le lendemain, ça s'arrête jamais. On emmène les dossiers à la maison, on y pense la nuit. J'ai beaucoup de femmes de ma communauté qui vont me dire, qu'elles se réveillent, en sursaut à 2 heures du matin parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas envoyé tel courrier ou parce qu'elles n'avaient pas fait telle chose ou qu'elles n'avaient pas répondu à tel email ou qu'elles n'avaient pas, traité tel dossier ou que tel salarié attendait, telle ou telle chose et que ça les empêche de dormir, qu'elles font des insomnies, et c'est vrai que moi, c'était pareil. Je rentrais le soir, je me mettais à pleurer. Après, je me réveillais la nuit, parce qu'il fallait traiter tel dossier, alors que c'était rien de vital. C'était, oui, oui, super, on doit faire la DSN, déclaration non sociale, mais enfin, c'est pas la fin du monde si tu l'as pas faite aujourd'hui et que tu l'as fait demain. Mais il y avait vraiment un truc, comme ça, je trouve que c'est le milieu de l'entreprise, le milieu du travail, maintient cette pression comme quoi le travail, c'est si important que tu dois mettre en danger ta vie pour mener à bien ton travail, peu importe que tu sois au fond du trou et ça, des gens justement qui s'empêchent d'être en arrêt maladie,
qui vont développer des cancers, parce qu'ils sont en souffrance professionnelle et cetera. Je trouve ça incroyable en fait enfin incroyable dans le mauvais sens du terme du coup, que des gens se mettent qu'on puisse se mettre dans des états pareils pour le travail qui pourrait être un domaine comme un autre, dans la vie. Oui, et c'est ce qui nous fait vivre, c'est là où on gagne de l'argent pour payer les factures. Mais les gens, on peut se mettre vraiment dans des états de détresse profonde pour finalement qu'un travail, si on y réfléchit bien. Et c'était assez fascinant. Quel a été l'élément déclencheur à l'origine de ton arrêt? Je sais pas si je peux vraiment dater un événement, Il y a pas je m'en eu suis vraiment ou un événement qui t'a vraiment choqué, tu t'es dit: «Non mais je peux plus continuer dans ces conditions, ce métier me dégoûte» ou il y a à quel moment tu bah, t'es dit il y a eu, après la fin de ce contrat, il y a eu cet entretien d'embauche où je suis partie en courant au milieu en me disant que je pouvais plus faire ça. Ça, c'était quand même un événement assez révélateur et quand j'étais encore en contrat, je pense que c'était sur la fin, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé et je crois que le jour où après c'était pas déclencheur de mon propre burn-out, mais j'avais quand même eu un moment enfin, c'était quand même compliqué à entendre. C'est que j'avais une salariée qui m'avait parlé de suicide et qui m'avait dit qu'elle envisageait de se jeter par la fenêtre du bureau tellement elle était en souffrance au travail. Et là où je me suis dit: «Waouh, il y a quand même des trucs» et c'est dur à entendre en tant que évidemment, c'est beaucoup plus dur à vivre, comme personne qu'à entendre en tant qu'RH. Je suis pas en train de comparer ce qui est incomparable, mais en tant que personne qui est plus ou moins garante finalement du bien-être au travail, entendre ses salariés parler de suicide, c'est un petit peu compliqué et ça avait été quand même un événement un petit peu, un événement vraiment difficile à vivre sur le moment et après, et puis il y a eu plein de petits événements comme ça qui se sont accumulés, accumulés, mais j'ai pas eu ce moment, qu'on va entendre voilà dans les témoignages où vraiment il y a eu un jour où je me suis pas levée le matin, où je pouvais plus, où j'étais clouée au lit, j'ai pas eu de moment comme ça, c'était plus doux. Ouais, ouais, c'est pour moi l'événement, ouais, ça a été cet entretien où je suis partie en plein milieu et après j'ai plus jamais postulé à des offres RH, de cet ordre-là, quoi, puisque je voulais pas reproduire ça et que je me suis vraiment dit ce jour-là: «Je peux plus être RH». Enfin, je peux plus être RH comme avant. mais Je pourrais finalement, plus. tu as fondé une communauté. J'aimerais bien qu'on en parle. Comment tu en es venu à avoir cette idée-là? Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce projet? Bah, de base, c'était pas censé devenir une entreprise plus que ça, c'était plus un projet pour m'amuser parce que, donc dans ces mois, d'errance où, je tentais l'entrepreneuriat mais ça marchait pas, du coup, je savais pas trop ce que je voulais faire, enfin, je réfléchissais vraiment profondément à ce que je voulais faire. Je me baladais, j'avais quand même cette envie de rester dans le milieu RH, mais il y avait aussi quand même un côté, je veux rester dans ce que je connais. C'est plus facile, de faire un d'utiliser un pas de côté plutôt que de faire un grand écart en se reconvertissant dans quelque chose qui n'a rien à voir. En plus, l'entrepreneuriat, c'était quand même finalement plus simple d'aller dans l'entrepreneuriat dans un domaine que je connais et que j'aimais malgré tout, parce que le métier de RH, c'est un métier qui malgré tout me plaisait beaucoup. Sinon, j'en serais partie tout de suite. Mais c'est un métier qui est difficile, mais qui est passionnant. Et du coup, je me baladais beaucoup sur Facebook et sur les groupes Facebook à l'époque, qui étaient beaucoup plus actifs qu'aujourd'hui et il y avait des groupes, RH, Donc on était de partage de en 2018, c'est ça? en 2019. 2019. En 2019, ouais. Début 2019 et donc il y avait, ces groupes, RH où les gens pouvaient se partager, des conseils, ils pouvaient répondre à des questions, de droit du travail, l'idée c'était un ou une RH qui a une question, peut aller sur ce groupe, poster un message et les autres personnes de la communauté avaient un aspect un peu réseautage et puis aide technique sur, «Ah au secours, j'ai un problème de paye, comment on fait ce calcul-là?» Voilà, c'était l'idée que chacun puisse aider l'autre et il y avait quand même quelque chose qui m'agaçait un petit peu dans ces groupes-là, c'est que je trouvais qu'il y avait beaucoup de condescendance de la part des messieurs sur les madames RH et je voyais beaucoup de messages, qui étaient, assez désagréables à lire avec, «Tu rien compris, je vais t'expliquer, moi je sais, moi monsieur RH, je sais comment on fait», des fois c'était même pas des RH en plus, c'était des managers ou des personnes qui étaient, des métiers parallèles au RH qui expliquaient la vie à ces femmes qui étaient, RH et j'aimais pas du tout cette ambiance et j'ai eu cette idée de me dire:
est-ce qu'on pourrait pas créer une communauté que de femmes? Mais juste pour voir, en fait, c'était une expérimentation, je ne savais pas du tout que ça prendrait l'ampleur que ça a pris. Et je leur ai proposé, j'ai posté un truc pour leur proposer de créer un groupe parallèle qui soit que de femmes, que j'ai appelé la sororité RH. Pour moi, c'était évident. À l'époque, le mot sororité, c'était pas trop, on n'entendait pas trop parler. On savait pas trop que c'est juste le féminin de fraternité, mais moi, j'étais déjà baignée dans des milieux féministes et du coup, je connaissais ce mot. Et donc, je crée la sororité et en fait, le groupe se développe hyper vite. En quelques semaines, on était déjà des centaines à être connectés via ce groupe-là. Et le fait que ce soit que des femmes qui parlaient entre elles, ça a vraiment changé la donne et ça a créé une bienveillance incroyable entre les membres et je n'ai jamais eu à faire la police ou je crois une fois j'ai dû faire la police, mais vraiment pas quelque chose de trop agressif, juste un désaccord entre 2 membres, sachant qu'on est monté jusqu'à 5 000 membres en 2 ans, ce qui faisait que je n'avais pas de modératrice, j'avais pas de personne qui m'aidait à modérer, je faisais ça, toute seule. Parce qu'en fait, il y avait pas vraiment besoin de modérer, quoi. J'avais plus du tout ces problèmes de condescendance, de ce que j'appelle du mansplaining, donc des hommes qui vont expliquer la vie, à des femmes, qui connaissent déjà, la réponse, mais voilà, qui se font un peu, apprendre la vie et j'ai jamais eu ces problèmes-là et pour moi, ça a bien montré que le fait de se réunir entre femmes, ça crée vraiment un espace, sécurisant et au-delà de ça, c'était aussi pour moi l'occasion de lire et d'échanger avec d'autres femmes qui potentiellement avaient vécu la même chose que moi. Il y a toujours eu, dans mes contenus, ce côté, j'étais pas bonne comme RH et c'est pas que j'étais pas bonne, c'est qu'on me disait que j'étais pas bonne parce que je n'étais pas si à passer ça, parce que, justement j'ai eu ce craquage, qui, pour plein de gens montrait juste que j'étais juste pas douée. Et Et là, tu parles et de ça toi ou tu parles d'autres personnes? là je parle de moi là. Moi, j'avais on m'a beaucoup dit que j'étais pas faite pour les RH, que j'étais pas assez rigoureuse, que j'étais pas assez chiffre, que j'étais pas assez, que j'étais trop sociale, que j'étais, trop tournée vers les collaborateurs, trop humaine, et du coup, créer cette communauté, ça me permettait aussi potentiellement de voir s'il y avait c'est assez thérapeutique même pour moi, c'était aussi l'occasion de voir s'il y avait d'autres femmes qui étaient comme moi ou pas et en fait, oui, il y en avait plein. C'est juste qu'elles n'avaient pas forcément la conscience que c'était quelque chose qui était, qu'on pouvait dire et du coup, il y avait beaucoup de tabous qui ont un peu été, que la sororité RH a permis en fait de déboulonner un petit peu. C'est que ça leur a permis de témoigner sur des choses sur lesquelles elles avaient jamais témoigné, notamment ce côté-là à qui il y a plein de RH à qui on a dit: «Tu es pas faite pour ça, tu es pas assez douée pour ça, c'est un métier qui est compliqué, donc si tu as la moindre difficulté, si tu as la moindre erreur, si tu as le moindre baisse, de morale, le moindre coup de mou, c'est que tu es pas compétente, c'est que tu es pas faite pour ça, c'est que tu dois changer de métier». Et en fait, c'est hyper difficile à entendre et moi, je l'avais entendu, beaucoup et il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit pour me dire que les contenus que je partageais, dans ce groupe et après sur le blog que j'ai créé, puis dans le podcast, puis tout sur tous les contenus que j'ai créés depuis 2019, il y a cette idée un peu de réunir des femmes, qui peuvent être en souffrance et qui se rendent compte en fait qu'elles sont pas toutes seules et je crois que le message voilà que je préfère recevoir et que j'ai reçu énormément, c'est: «Je pensais être la seule à vivre ça et en fait pas du tout. Il y en avait plein d'autres, c'est juste qu'elles parlent pas parce que c'est honteux et du coup on n'en parle pas et on se dit: Non, c'est juste moi qui suis pas douée, je vais aller faire autre chose, ou je vais m'accrocher, serrer les dents jusqu'au bout». Mais c'est comme ça qu'elles font des burn-out en fait parce que, Et elles serrent trop les dents. mmh, et combien de femmes là aujourd'hui il y a dans ton groupe, dans ta communauté? Bah, aujourd'hui, c'est un petit peu difficile à estimer parce que, j'ai fermé ce groupe Facebook en 2021 parce qu'il allait plus trop dans la direction où je voulais aller. Du coup, j'ai créé plein de petites communautés un peu partout. La plupart des gens, me suivent sur LinkedIn donc c'est pas que il y a un peu plus de 30 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn, mais c'est pas que des femmes RH. Et à côté, j'ai ouvert à nouveau un groupe, mais sur LinkedIn, il y a quelques semaines, donc qui est assez peu représentatif pour l'instant de la taille de la communauté et j'ai une communauté, parallèle qui rassemble les RH freelance. Donc c'est pas estimable aujourd'hui, combien elles sont. Elles sont rassemblées autour de moi, en fait. Du coup, le groupe, quand je l'ai fermé, elles étaient 5 000 et c'était il y a 2 ans. Donc potentiellement, elles sont plus. Mais tu vois, tout ce que tu me racontes, j'ai pas l'impression que c'est propre au RH. Tu sais, cette déshumanisation qu'il y a au travail, pas de place à l'émotion, à la vulnérabilité. Et est-ce que d'autres personnes autres que RH se sont tournées vers toi ou... Bon, sur LinkedIn, tu as Oui, une bien énorme sûr. communauté.
Et c'est comme ça que je t'ai découverte d'ailleurs, et avec un post que tu avais fait concernant d'ailleurs le burn-out que tu avais vécu. Et je me disais, mais sûrement que le métier le métier de RH est représentatif de, j'ai envie de dire, l'ambiance, l'atmosphère au travail. Ouais. Ah oui, bah, il y a plein de femmes qui vont m'écrire et qui me disent: «J'ai vécu la même chose et je suis pas RH». Ça, c'est sûr, des femmes managers, des femmes assistantes de direction ou même rien à voir avec les RH, des personnes qui sont, soignants, oui, oui, ça c'est hyper, finalement, oui, ça fait que concentrer, un des les sujets dont je parle finalement, ça parle, de rapport au travail globalement et pas que de rapport au RH, hein. De toute façon, je dis toujours, j'utilise un exemple qui va être le métier de RH, mais c'est pas ça concerne pas que les RH et ça concerne pas même il y a plein de sujets où je vais parler de la position de la femme en entreprise, Mhm. et pas que de la Je femme pense que RH, c'est hein. presque peut-être un des points communs de toutes les Oui, femmes en fait au travail. oui et même au-delà de ça, il y a des hommes qui se reconnaissent dans cette histoire-là, hein. Il y a des hommes avec qui j'ai pu échanger qui ont exactement le parcours, que, les femmes RH de la sororité RH, de façon classique donc c'est pour ça que c'est difficile en fait de vraiment, classer, comme ça parce que ça dépend vraiment de la sensibilité de la personne, de son histoire, de ses valeurs, mais oui, c'est la sororité RH rassemble des femmes RH, mais je pense qu'à terme, il n'est pas exclu du tout que je l'ouvre à plein d'autres métiers, à plein d'autres personnes parce qu'en fait, ça concerne pas du tout que les RH. Est-ce que cette déshumanisation du travail, toi, tu l'as vécu de plein fouet ou c'est quelque chose que toi, tu voyais en tant que RH dans l'entreprise où tu bossais? Non, parce que je l'ai pas vu que dans cette entreprise-là, en fait, je le voyais déjà même quand j'étais en études alors, c'est puis je l'ai vu avant dans les expériences de mes parents, de ma famille, de mes amis, donc c'était quelque chose d'assez global, et je pense qu'il y avait aussi dans ce choix du métier de RH, il y avait aussi une envie un peu de réparer le monde du travail, de vouloir contribuer à cette réparation. Parce que je me rappelle que quand j'ai commencé, j'avais un vaste plan dans ma tête, qui était, que je voulais, gravir les échelons le plus possible pour devenir, DRH monde et ensuite changer les choses et remettre l'humain au cœur de l'entreprise et cetera et cetera. Bon, j'ai craqué très vite, donc ça n'a pas été possible et j'ai dû faire autrement. Heu, mais heu, mais non, c'était déjà avant d'être RH, i ça rassemble quand même pas mal de femmes RH notamment qui vont m'écrire, qui ont ce côté un peu: «Je veux soigner le monde du travail, Mmh. donc je deviens RH». Il y a ce côté-là qui se retrouve assez souvent. Et qu'est-ce qu'il faudrait soigner à ton avis? Bah, justement, voilà, tu l'as mentionné, mais le fait que le monde du travail, ne prend pas en compte que les entreprises et les organisations sont peuplées d'humains qui ont des émotions, qui ont des cycles, qui ont des états d'âme, qui ont des pensées, on fait fonctionner le monde du travail comme si on était tous des robots, comme si on n'avait pas de besoin, même des fois pas de besoin naturel. J'ai connu des RH qui ne prenaient pas de pause pipi et qui envisageaient de porter des couches, parce What? qu'elles avaient pas le temps, ouais, Mais non. parce qu'elles avaient pas le temps d'aller aux toilettes et c'est des trucs, c'est assez anecdotique, mais ça représente bien le quotidien d'une RH. J'ai été formée par une RH, oui, qui se disait, «Tiens, elle le disait en rigolant, mais tiens, si on portait des couches, ce serait plus pratique, comme ça on n'aurait pas, perdre de temps, aux toilettes» et je suis certaine qu'il y a des RH qui se retiennent d'aller aux toilettes parce qu'elles sont en train de courir de réunion en réunion et elles ont pas le temps. Elles ouvrent la boîte mail, il y a 800 mails par heure, qui arrivent et elles arrivent plus du tout à faire face. Enfin, c'est un métier où vraiment on a l'impression d'être en permanence submergé de dossiers, de questions, de gens, c'est un métier où on est en permanence sous l'eau et heu et je me rappelle plus ta question de base. Oui, le monde de oui, la déshumanisation, du monde du travail, c'est ça en fait. C'est parce qu'on prend pas en considération les besoins physiologiques, physiques, ni mentaux, ni émotionnels des gens en fait. Et c'est toujours ça finalement qu'on reproche aux entreprises, c'est que, heu, ce qui est recherché, c'est la performance, la croissance, le financier, mais en fait les gens, sont humains avant tout et s'ils pètent un plomb, bah, on va les remplacer par quelqu'un d'autre parce que comme si la machine était cassée, quoi. Tout à l'heure, je t'ai posé une question, enfin c'était une double question, donc du coup, on a oublié la deuxième question, c'était concernant la crise Covid. Est-ce que ça avait éclairé, en fait, sur les dysfonctionnements liés au RH?
Est-ce que toi, tu pourrais nous en dire un peu plus? Bon, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup plus de burn-out depuis 2020. 2022 a été assez catastrophique apparemment. Ouais. Bon, puis en plus, la configuration actuelle, politique, économique, ça doit pas arranger. Mmh. Et parce que les objectifs sont toujours, toujours plus hauts, c'est intenable, comme tu dis. Et donc, qui dit crise Covid, je pense qu'on peut parler un peu de télétravail. Mmh. Ouais. Comment ça a transformé en fait, le rapport au travail en tant que RH? Bah, sur l'aspect, crise Covid, moi je l'ai vraiment vu comme un coup de projecteur en fait sur, les problèmes qui étaient déjà là. Il y a je suis pas je il faudrait vraiment je suis curieuse en fait de savoir s'il y a vraiment eu plus de burn-out après le Covid ou c'est juste qu'on en a plus parlé. Parce que ces études dont on entend parler maintenant sur le bien-être mental des RH, sur le moral des troupes, c'est juste qu'avant elles étaient pas faites. On leur posait pas la question de savoir s'ils allaient bien ou pas. Du coup, on a assez peu de recul en fait sur, est-ce que les populations RH vont bien ou pas? Parce que oui, on va avoir les données 2020, 2021 et 2022, mais, en 2000, en 2005, en 2010, en 2015, comment allaient les populations RH? En fait, on ne sait pas, parce qu'à l'époque, on se posait pas la question, c'était, tu et puis voilà. Le Covid a juste permis de se poser la question. Alors certainement, oui, qu'il y a quand même eu plus de souffrance, mais parce que le fait de reconnaître la souffrance permet aussi de l'exprimer mieux, donc forcément, ça fait un peu effet boule de neige. Mais pour moi, le Covid a juste fait déborder un vase qui était déjà presque plein avec des RH qui avaient déjà une charge de travail qui était jusqu'au niveau du nez. Et le Covid a fait déborder le vase et c'est allé au-dessus du front et du coup, c'était noyade pour beaucoup. Mais en fait, c'était déjà très, très, très compliqué avant et même moi, même à mon petit niveau, je le vois parce que les sujets dont je parle, c'est exactement les mêmes depuis 2019. Pourquoi en 2019, j'avais assez peu de visibilité, c'était des sujets qu'on considérait comme très secondaires et en 2022, ça explose, tout le monde parle de ça, j'ai beaucoup plus de visibilité sur les réseaux, on me propose, plein d'interviews ou de choses où je vais pouvoir m'exprimer sur ces sujets-là. Mais c'est parce qu'en fait, juste on s'y intéresse maintenant, qu'avant on s'y intéressait pas, en fait. Alors qu'en 2019, je faisais un peu ovni, qui s'intéresse au bien-être des RH et justement ce que je te disais tout à l'heure, on me disait: «Mais c'est pas des gens qui vont mal, c'est des gens qui s'occupent du bien des autres». Donc c'était comme si c'était interdit, en fait, que ces personnes-là aillent mal, c'était inenvisageable. Puis on parlait pas autant à l'époque, justement de sens du travail, de déshumanisation et cetera. Donc le Covid a accentué, mais surtout mis en valeur, des problématiques qui étaient déjà présentes. C'est juste qu'on a commencé à en parler, on a commencé à interroger les RH, à leur demander justement comment ils et elles vont. Et sur le sujet du télétravail, il y a besoin encore de bosser un peu dessus parce que je me rends compte, j'ai travaillé beaucoup dessus ces derniers jours, sur notamment le télétravail des RH et c'est un sujet qui est hyper révélateur et qui est hyper, complexe à la fois parce que souvent les RH, comment dire? C'est un métier qui va concentrer les problématiques qu'il peut y avoir dans tous les métiers globalement. Enfin, je vais avoir du mal à être claire là sur cette partie-là. Hem, Beh, c'est un métier qui est à c'est la fois sur le terrain et en même temps dans les bureaux. oui, Donc le voilà, télétravail, personnellement, le quand, télétravail. le télétravail est tombé, je m'étais dit: «Bon, ça va peut-être améliorer les conditions de travail» et je pense que réellement, il y en a qui ont trouvé leur compte. Mais pour d'autres, ça a peut-être accentué les pathologies ou le mal-être ou la dépression latente qui était là parce qu'on est, désolidarisé en fait, du reste du groupe. Il y a plus de lien social en fait, tout est immatériel. Ça a vraiment dépendu en fait de la RH elle-même, de la du ou de la professionnelle, comment il ou elle vivait son poste. Parce que pour le coup, à l'époque, donc 2020, c'était le début encore du groupe Facebook. Il a explosé au moment du premier confinement. Vraiment, j'ai eu énormément de demandes d'adhésion au moment du premier confinement parce que justement, c'était des femmes qui avaient l'habitude d'être très entourées, d'avoir beaucoup de contacts humains, d'avoir quelqu'un qui toquait à la porte du bureau en permanence. Elles se retrouvent enfermées seules chez elles potentiellement avec juste leurs enfants, voilà, dans des configurations bien différentes d'avant et du coup, elles avaient besoin de connecter. Elles avaient un besoin de connexion énorme, donc elles sont venues parler avec d'autres femmes qui leur ressemblaient et c'est pour ça que le groupe, il a énormément grandi à ce moment-là. Par contre, les échanges ont beaucoup, beaucoup baissé quand il y a eu le retour au travail en mai, 2020, quand il y a eu ce 1 déconfinement où là, il y a eu une explosion du nombre de burn-out. Vraiment, je ne comptais plus les messages que je recevais tous les jours pour me dire, je fais un burn-out, je suis en arrêt, j'y arrive plus, c'était tous les jours
Et parce que, il y a eu un aspect un peu, étrange, c'est que du coup, donc les RH vont, en confinement et c'est pas pour ça que le boulot s'est arrêté. Il y a plein de choses à faire. Ça a été un moment inédit pour beaucoup de professionnels RH parce qu'elles ont dû mettre en place des sujets qu'elles avaient jamais mis en place pour la plupart, comme le chômage partiel, par exemple. Le chômage partiel, c'est quelque chose dont on parle très brièvement pendant les études RH, mais c'est pas censé être un cas, très fréquent, hein, c'est juste censé être un cas très, très rare et là, c'est devenu le sujet phare pour tout le monde, d'un coup et du coup, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés, complètement paumés et moi, je pense que j'aurais été encore salariée à ce moment-là, j'aurais été complètement paumée, tout comme elles, sur ce sujet-là. Je n'y connaissais absolument rien, donc elles avaient besoin de réponses, elles avaient besoin d'aide, elles avaient besoin de connexion. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu plein, plein, plein d'échanges, entre les différents professionnels RH à ce moment-là et hem et je me perds dans mon explication. Que le travail, ne s'arrête jamais en fait en télétravail peut-être? Enfin qu'il Oui, y ait une forme de voilà et du coup, surconnexion, voilà, donc pendant le confinement, beaucoup de sujets à gérer seul en plus, parce que beaucoup moins de liens avec, beaucoup moins de liens physiques avec les salariés, avec la direction. Il fallait mettre en place le télétravail pour soi-même, parce que du coup, il fallait avoir le matériel, il fallait, pouvoir télétravailler tranquillement chez soi. Donc, ça, des sujets que tous les collaborateurs ont rencontrés. On a vu beaucoup de sujets passer sur comment télétravailler avec les enfants qui courent et qui hurlent à côté de la table, ce genre de choses que les RH sont aussi, bien souvent des parents, donc elles aussi, elles avaient leurs enfants. Hem et donc, elles gèrent ce confinement un peu comme elles peuvent, en gérant le chômage partiel des autres à distance et cetera, en gérant plein de sujets nouveaux, en plus de la charge de travail qui était déjà énormissime avant. Et alors ce qui les a fait exploser, c'est que quand elles sont retournées au boulot en mai 2020, il y a beaucoup de dirigeants qui leur ont dit: «Bon, bah, maintenant c'est fini les vacances, tu t'es bien reposé pendant le confinement, mais là, il va falloir se remettre au boulot parce qu'il faut réaccueillir les équipes, faire tous les process de sécurité, les masques, mettre en place le télétravail de manière plus pérenne, etc. Et ça a explosé là, parce que elles étaient déjà, les témoignages que j'ai reçus à ce moment-là, c'était, on était déjà, on n'en pouvait plus, on était épuisés, on rêvait que d'une chose, c'était des vacances d'été. On revient en mai et là on nous dit fini les vacances, faut se remettre au boulot. Et elles n'ont pas supporté. C'était impossible. Et c'est à partir de ce moment-là que la fonction a vraiment éclaté. Et cette année-là, 2021, du coup, a été une année très, très difficile. Les vacances d'été ont été attendues comme le Graal absolu et d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup qui ont absolument tout coupé, pendant cet été-là où, sur les réseaux, on voyait bien que l'été 2021, c'était absolument mort. On pouvait rien faire du tout. Plus personne n'était là parce qu'il y avait tellement besoin de repos que c'était moi, je me sentais très, très seule dans cette période-là. La rentrée a été surchargée et après, en plus, ouais, 2022, ça s'est pas forcément non plus amélioré avec, la guerre en Ukraine, l'inflation, les problèmes en plus. Mais là, c'est comme si on s'habituait aussi un petit peu aux crises, on devient un petit peu plus résilient aussi à force de s'en prendre plein la tête tout le temps. Mais le fait est qu'il y a encore énormément de problèmes de bien-être mental sur les RH. C'est juste qu'aujourd'hui, heureusement, il y a quand même plus d'acteurs qui œuvrent là-dessus. Il y a des études qui sont faites, il y a des entreprises, et qui ont envie de créer des choses pour les RH. Je travaille de plus en plus avec des boîtes qui me contactent pour mon côté influenceuse RH parce qu'elles veulent mettre en avant les initiatives qu'elles proposent pour cette population, pour le bien-être de cette population. Et ça, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Donc ça, c'est hyper positif. Mais on est quand même sur des populations ultra fragilisées qui ont besoin le métier a besoin d'être profondément repensé là ouais, actuellement. remodelé, Et ouais. voilà, c'était en train d'arriver, c'est lent, c'est en plus, le monde du travail est un peu lent, hein, en général, à mettre en place des nouvelles choses, mais on va y arriver progressivement, on va mettre en place des choses pour justement préserver ce bien-être mental des RH. Et on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Quel est ton rapport au travail aujourd'hui? Est-ce que tu te définis à travers le travail? Comment tu te sers du travail pour construire ta vie? Bah, aujourd'hui, c'est un gros questionnement pour moi parce que pendant 3 ans, là, je me suis définie quasiment que à travers mon travail, à travers mon entreprise, à travers la construction de cette communauté. Et finalement, je me suis rendu compte que je m'étais un peu confondue avec, ma communauté et que finalement j'avais du mal aujourd'hui. C'est pour ça que je te parlais du papillon, en début, c'est qu'il y a un peu ce côté sortir aussi un petit peu de sa communauté qui est vraiment quelque chose que je suis extrêmement fière d'avoir construite, mais aussi moi qui je suis là-dedans, quel rôle j'ai là-dedans et qu'est-ce que j'ai envie de construire sur la suite, aussi pour moi. Et notamment, je suis en train de travailler en ce moment
à avoir d'autres choses dans ma vie que mon travail parce que même au cœur du confinement, j'ai failli recraquer et enfin, ça a pas été un burn-out parce que je suis pas allée assez loin, mais il y a eu vraiment, pendant le confinement, j'étais tellement à fond, à fond, à fond sur la création de la sororité RH que je bossais tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus, j'étais en cohabitation avec mon ex-compagnon, donc j'avais plus ce côté, réconfort de l'amour que je pouvais avoir avant. Donc c'était une période, où j'avais que le travail. Je voyais plus mes amis, enfin bref. Et donc, il y a eu un matin où j'ai pas réussi à me remettre à mon ordinateur. J'ai regardé mon ordinateur, je me suis mise à pleurer et j'ai mis une semaine avant de pouvoir rallumer mon ordinateur et là, je me suis dit: «C'est peut-être pas le moment de refaire ce que tu as fait avant où justement tu avais quand même mis 6 mois, 1 an quasiment à t'en remettre. C'est peut-être pas le moment de repasser là-dedans» et là, je me suis dit, déjà à cette période-là, je m'étais dit: «Faut que je me calme un peu». Donc, terminer, travailler la nuit, le week-end, jour et nuit tout le temps, 12 heures par jour. Mais en fait, c'est un peu des vagues. Des fois, je replonge dedans où je me rends compte que je travaille trop et que je commence à être vraiment épuisée, donc je mets un peu la pédale douce. Et là, en ce moment, j'essaie aussi d'avoir d'autres choses, d'avoir une vie sociale riche à côté, d'avoir des passions à côté, de faire du sport, d'attention à mon alimentation, ce genre de choses où j'essaie de construire. En plus, là, je suis sur une nouvelle période parce que pendant 1 an, j'ai dû reprendre un job alimentaire parce que c'était très compliqué de vivre de mon activité, j'y arrivais pas du tout. Je voulais quand même continuer à gérer mon entreprise, donc j'ai gardé la sororité, mais j'ai repris un job alimentaire à côté. Donc c'était 1 an qui a été assez compliqué à gérer, question fatigue. Là, depuis septembre, c'est beaucoup plus positif et du coup, j'ai pu démissionner de ce job alimentaire. Mais là, j'ai une nouvelle routine à construire et je dois justement faire attention à ne pas retomber dans ce truc de bosser tout le temps. Parce que moi, si on me met devant mon ordinateur, ma to-do list, elle est infinie, ça s'arrête jamais. J'ai 10 000 projets en même temps. En plus, j'ai un côté un petit peu multi-projet, plein de choses que je veux mettre en place. Je fais des cartes immenses de tout ce que je veux faire et après, je me dis: il faut que j'engage 12 personnes minimum si je veux faire ça». Et je suis obligée de faire des choix et c'est difficile de faire des choix parce qu'on veut aider tout le monde, on veut contenter tout le monde, on veut dire oui à tout le monde. J'ai aussi toute cette question en ce moment justement de choisir, de dire non pour dire oui à d'autres projets, de pas accepter tout, et c'est pour ça que voilà, c'est pour ça le papillon, c'est vraiment une période là de construction, d'organisation et justement aussi de faire attention que le travail ne prenne pas trop de place dans la vie parce qu'il y a pas que ça et que, il faut que j'existe. Si jamais on m'enlève la sororité RH, il faut quand même qu'il y ait quelque chose que moi, je sois quelque chose en dehors aussi de ce projet quoi, qui est un merveilleux projet, mais qui peut pas définir entièrement tout mon être. Mmh. Ouais, c'est super que tu le dises parce qu'en effet, on a tendance à se fondre dans le travail parce que ça nous donne un statut dans la société, parce que ça nous donne de l'argent, donc ça nous permet d'acquérir des biens sociaux aussi, enfin des mérites sociaux, je voulais dire. Ça nous donne une identité. Et quand on n'a plus ce travail-là, on se demande qui on est. Et donc d'avoir des activités parallèles qui nous nourrissent tout autant, c'est hyper important. Et c'est ce qui Ouais. peut-être nous donne du sens. Ouais et puis les gens se définissent, aujourd'hui, se définissent que par leur travail, quoi. On s'en rend bien compte avec la première question qu'on va souvent poser quand on rencontre quelqu'un, pour la première fois: «Bonjour, tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie?» Bah, si la personne, elle répond: «Moi, dans la vie, je peins des fleurs et je fais la cuisine», je vais dire: «Oui, non, mais ton travail, c'est quoi ton travail?» parce qu'on se définit par le travail. Alors si la personne n'a pas de travail, si c'est une personne qui est au chômage, qui est femme au foyer, qui est homme au foyer ou qui est retraité, non, bah, c'est personne du coup. C'est personne parce que cette personne n'a pas de travail, donc ne contribue pas à la société, donc n'a pas le droit n'a pas le droit de parler, voire n'a pas le droit de vivre en fait, c'est aujourd'hui, la société dans laquelle on vit, je la trouve quand même horrible en ça. C'est que si tu as pas de travail, tu as pas d'argent, donc tu as pas le droit d'exister. Tu n'existes que par ton travail et c'est pour ça que c'est super difficile de s'en sortir. C'est que toute la société nous dit qu'on ne vit que pour notre travail et que si on n'en a pas, on n'a juste pas le droit d'être là. Donc en sortir, c'est d'une complexité incroyable. Pour conclure, Marie, j'aimerais te demander, te poser cette question-là. Quelle est la grande leçon que tu as tirée de cette période que tu as appelée ton craquage émotionnel, qui est que tu penses, enfin que tu caractérises comme un burn-out aussi? Ouais, ouais, c'est encore toujours un petit peu flou, dans ma tête, mais ouais, je le caractérise aujourd'hui comme ça parce que je me suis rendu compte que ça l'était, mais ça a été flou pendant très longtemps. La leçon, je pense que c'est que
que la vie, c'est pas linéaire, qu'on se remette de tout, en fait. Enfin, qu'on se remette de tout. Non, on se remet pas de tout, mais on peut, passer des étapes et que c'est pas une la vie, c'est pas une grande ligne droite, quoi. C'est pas juste, tu fais tes études, tu prends un travail, tu travailles pendant 40 ans, tu es en retraite, tu meurs. Moi, j'ai déjà exercé plusieurs métiers différents. J'ai eu des périodes où j'étais salariée, j'ai eu des périodes où j'ai été chômeuse, j'ai eu des périodes où j'étais entrepreneur à 100 ou pas et puis si ça se trouve un jour, je serai mère au foyer et puis peut-être après je reprendrai un travail, dans autre chose et peut-être je serai à mon compte, j'en sais rien et en fait, juste, je me suis rendu compte que, on avait quand même un instinct de survie super développé qui fait que, on va toujours, on va toujours retomber sur nos pattes, en fait. On va toujours trouver une solution pour vivre. J'ai jamais eu de problème d'énormes problèmes financiers. Alors je vis pas avec grand chose, mais en fait, j'ai jamais eu, de problème à payer mon loyer ou quoi parce que en fait, s'il faut trouver un travail, tu trouves un travail, mais peu importe. Des fois, tu trouves pas ce que tu voulais, mais tu trouves autre chose et voilà, donc la leçon, c'est juste, j'ai appris à me dire que de toute façon, je m'en sortirai toujours et que ce sera pas forcément là où je voulais aller de base, mais que je survivrai et que c'est à moi de construire, comment peut-être de sortir de justement de survivre et de construire, une vie qui me plaise quoi et de voilà, de construire les étapes pour aller vers la vie qui me plaît et que j'ai envie de vivre. J'ai été ravie de recevoir Marie pour ce premier épisode de la saison 3. Déjà parce que elle m'a permis de me rendre compte à quel point il y avait un tabou autour de la dépression liée au travail. Parce que Marie n'osait pas pendant très longtemps parler de burn-out parce qu'elle n'avait pas été diagnostiquée par un médecin pour dire qu'elle avait fait un burn-out. Et néanmoins, elle était dans une position de détresse puisque elle a vécu ce passage à vide comme une crise existentielle, une crise de sens liée au travail et donc une crise identitaire aussi. Et donc c'est comme si, tant qu'on ne vit pas de burn-out, eh bien nous ne sommes pas légitimes à poser des mots et à dire « je suis mal dans mon travail et je ne veux plus travailler ». Et l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que si je ne fais pas de burn-out, mais par contre je suis en dépression, eh bien la dépression est aussi, reste très stigmatisée en fait. Je vais bientôt inviter des thérapeutes à parler du burn-out, ce qui nous permettra d'avoir un éclairage beaucoup plus précis sur la différence entre le burn-out et une grosse fatigue. Est-ce que le burn-out est une dépression comme on l'entend de manière classique ? Est-ce que c'est une névrose ? Est-ce que c'est issu d'une pathologie ? Est-ce que tout le monde est capable de faire un burn-out ? Est-ce que c'est certains types de personnes qui sont enclins à faire des burn-out ? Bref, le sujet est vaste et d'autant plus intéressant. Je vous dis donc à très bientôt pour les prochains épisodes. Restez connectés. Normalement, il y aura un épisode par semaine qui va être diffusé jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est un marathon pour moi, mais j'aime le voyage. Jusqu'ici, le voyage est plutôt sympathique et je rencontre de super personnes. Merci d'avoir écouté cet épisode et bon week-end.